des petits États insulaires, puis ce sera au tour du Kirghizistan et ensuite de l'Égypte. Madame la Présidente, merci d'avoir convoqué ce dialogue important. Je remercie Monsieur Macky Sall d'avoir accepté d'interagir avec nous aujourd'hui. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des 39 membres de l'Alliance des petits États insulaires. Notre groupe d'États dans une situation particulière et dans la crédibilité de l'ONU dépend, selon nous, de sa capacité à réagir aux circonstances uniques des PUD, de corriger des iniquités qui existent depuis trop longtemps et d'obtenir des résultats pour les plus vulnérables. Et à cet égard, j'aimerais poser les questions suivantes. Tout d'abord, secrétaire général, comment garantirez-vous que le système de l'ONU est plus accessible, mieux coordonné et plus adapté aux vulnérabilités uniques des PUD afin que l'ONU soutienne mieux la pleine mise en œuvre du programme d'Antigua-Barbuda pour les PUD? Deuxièmement, comment utiliserez-vous votre position de pouvoir pour accélérer l'ambition mondiale et de l'action en matière de changement climatique, surtout pour que la cible des 1,5 degrés demeure à portée de main, tout en fournissant des financements prévisibles et adéquats au PUD pour l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices dans le droit fil des engagements internationaux? Et, enfin, dernière question, quelles mesures spécifiques allez-vous prendre pour améliorer la sous-représentation des PUD au sein du secrétariat de l'ONU et en particulier au plus haut niveau de pouvoir, et comment allez-vous renforcer les possibilités pour que les ressortissants des PUD puissent influencer la prise de décision à l'ONU? Je vous remercie. Je remercie la représentante des Palaos qui s'est exprimée au nom de l'Alliance. Merci Madame la représentante de Palau et au nom de Small Island States. Donc les petits États insulaires qui sont parmi les pays les plus exposés aux effets du changement climatique et qui, face au choc, parfois risquent même leur disparition. Donc quand on parle de réchauffement climatique, je crois que c'est surtout dans ces petits États insulaires que le phénomène est visible, parce que la remontée du niveau de l'eau, évidemment, menace directement l'existence même de ces États. Nous devons donc travailler à faire en sorte que le financement climatique pour l'adaptation, mais également l'accompagnement de ces petits États insulaires soit une réalité. Et leur situation appelle une attention particulière. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a décidé lors de la COP27 et validé à la COP28 de la création du fonds pour Loss and Damage, je crois que c'est un fonds surtout pour ce type de pays insulaires qui véritablement subissent les effets du changement climatique. Alors, leur alliance joue un rôle important dans les négociations internationales et je voudrais saluer votre action dynamique et nous devons absolument être à vos côtés pour que l'agenda de ces pays soit au centre des préoccupations sur le financement de l'action climatique. Pour la représentation spécifique et la répartition régionale, je crois avoir répondu. Je note avec intérêt que c'est une préoccupation globale, donc je vais y veiller particulièrement si j'ai le choix et la confiance des pays membres. Donc je vois que c'est vraiment une préoccupation réelle, donc j'y prêterai une grande attention. Thank you. Merci. Je donne la parole au représentant ou la représentante du Kirghizistan, suivi d'Égypte et des îles Salomon de Kirghizistan au nom des pays en développement sans littoral. Merci. Madame la Présidente, Monsieur Macky Sall, j'interviens au nom des pays en développement sans littoral. Le développement pour nos pays est lié à une réalité structurelle qui ne peut être changée, c'est la géographie. L'adoption du programme d'action d'Awaza montre de nouveaux engagements pour agir de façon coordonnée. Mais les résultats ne
dépendra en réalité de la mise en œuvre efficace dans l'ensemble du système des Nations Unies, mise en œuvre cohérente. Donc, nous aimerions savoir comment vous garantiriez la pleine exécution du mandat confié au secrétaire général dans le cadre du programme d'action. En particulier, comment mobiliseriez-vous le système des Nations Unies pour mettre en œuvre le programme de façon coordonnée avec un suivi et un contrôle cohérent? Nous aimerions aussi savoir comment vous renforcerez la cohérence à l'échelle du système pour progresser de façon concrète au niveau régional et national. Merci. Je remercie la représentante du Kirghizistan au nom des pays en développement sur le littoral. Madame la représentante du Kirghizistan, parlant aussi au nom des pays du littoral, ce sont des pays qui ont une vulnérabilité particulière, c'est qu'ils subissent de plein fouet l'avancée de la mer, l'érosion côtière. Venant d'un pays du littoral comme le Sénégal, qui a 700 km de côte, je connais bien et j'ai vécu les conséquences de l'avancée de la mer et le déplacement des populations qui voient leur habitat arraché par la mer au quotidien. Alors, c'est dire que ces problématiques qui sont liées à l'action climatique, elles sont également des préoccupations que l'organisation doit prendre en compte dans le cadre de l'action climatique globale. Nous avons ce que nous faisons à travers les conventions des Nations Unies sur le climat. Nous avons également d'autres cadre de coopération, la lutte contre la désertification d'une part, mais là nous parlons des pays côtiers. Tout ce qui concerne la protection du littoral doit rester une préoccupation. Et tout cela renvoie finalement au financement du développement. C'est toujours la même problématique. Comment assurer la stabilité des États, comment assurer le financement de l'action climatique, comment assurer le financement de l'économie, que ce soit l'agriculture durable ou les secteurs productifs, ça nous renvoie à la question globale du financement du développement. Donc c'est vraiment la question principale sur laquelle nous allons devoir vraiment, avec l'évaluation des ODD et l'agenda post-2030, travailler sérieusement avec tous les États membres et tous les cadres multilatéraux. Maintenant, pour ce qui concerne l'exercice du mandat, si j'ai cette confiance, en tout cas conformément à la charte, j'entends exercer cette confiance et ce mandat de façon tout à fait responsable. Ça veut dire sans aucun excès inutile, mais également sans aucune faiblesse qui apparaîtrait comme un refus d'assumer une responsabilité que la charte m'implique, que la charte me définit comme obligation. Donc ce sera un acte de responsabilité sans excès aucun, mais également responsabilité sans faiblesse. Voilà ce que je voulais dire sur votre question. I thank you. Je vous remercie, étant donné qu'une heure et demie est passée, étant donné que les États membres et les groupes restent intéressés par une intervention dans le cadre du premier segment. Je voudrais quand même évoquer le deuxième segment, les trois piliers. Nous allons poursuivre notre liste d'orateurs. Donc, si vous souhaitez intervenir, je vous invite à appuyer sur le bouton du micro. Je vais donner la parole à l'orateur suivant. Nous devons attendre un petit instant. Je crois que c'était l'Égypte qui souhaitait intervenir au nom du groupe arabe. Égypte. Je vous remercie, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe du groupe arabe. Le groupe arabe se félicite de la participation à ce dialogue de M. Macky Sall. Le groupe arabe est tout à fait disposé à coopérer avec le prochain secrétaire général pour contribuer à renforcer le rôle des Nations Unies afin de consolider le respect de la charte
et de renforcer le développement durable, la paix et la sécurité. Nous voudrions poser une question à M. Macky Sall. Premièrement, comment envisagez-vous le rôle du secrétaire général pour renforcer le rôle du système des Nations Unies et les efforts intégrés en ce qui concerne la question palestinienne pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de toutes les résolutions applicables, et ce, afin de parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Deuxièmement, comment envisagez-vous de renforcer le respect du droit international humanitaire pour appuyer le rôle des organisations humanitaires, en particulier l'UNRWA, pour l'aider à mettre en œuvre son mandat dans son intégralité, dans des conditions difficiles dans le territoire palestinien occupé. Et je voudrais également poser une autre question à titre national. Je passe à l'anglais. Monsieur Sall, dans votre réponse au Mali, qui s'est exprimé au nom du groupe africain, vous avez fait référence au fléau du terrorisme, qui afflige actuellement des dégâts et des souffrances en Afrique, notamment dans le Sahel et dans l'Afrique occidentale. Le terrorisme a évolué ces 20 dernières années. Il est désormais plus complexe, et plus résistant. Il s'adapte aux contre-mesures. Comment pouvez-vous redonner un rôle central, crucial, aux efforts de lutte anti-terrorisme? Comment est-ce que cela peut revenir au cœur de l'action pour la paix et la sécurité des Nations Unies? Merci à l'Égypte qui s'est exprimée au nom du groupe arabe. Nous aurons ensuite les îles Salomon, Trinité et Tobago, mais nous allons tout d'abord écouter les réponses de M. Sall. Merci beaucoup, monsieur le représentant de l'Égypte, Choukran Saïd Safir. Merci pour vos questions au nom du groupe arabe. Oui, le rôle du secrétaire général, je vois qu'il revient toujours. Ce rôle, je pense, réinventé, va être ou la garantie pour que l'organisation retrouve sa place autour de la table globale. Ce qui devrait être le cas. Toujours. Encore une fois, le secrétaire général ne sera pas là pour choisir un camp, mais pour éviter que le monde ne se divise en camps. Ça va être ma démarche et mon rôle en permanence. Et je pense que de cette démarche dépendra la crédibilité qui fera adhérer, en tout cas avec le soutien des États membres, qui fera adhérer aux positions de l'organisation sur ces différents conflits. Vous avez parlé du conflit palestinien. Ce conflit Israël-Palestine, on le sait, il est à la fois une menace permanente à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi une tragédie humaine. De nombreuses résolutions, vous l'avez rappelé, et initiatives ont été consacrées à ce conflit, ici même, dont le dernier, c'est un peu l'accord du 9 octobre 2025 à Sharm el-Sheikh, chez vous, en Égypte, entre Israël et le Hamas sur la base du plan qui a été proposé par le président Donald Trump. Ma conviction, c'est qu'il faut continuer à travailler dans cette direction parce que ni la guerre, ni la violence, sous toutes ses formes, ne peuvent apporter la paix et la sécurité à aucune des parties. Donc il nous faut continuer à travailler avec toutes les parties pour que ces accords de paix, ces plans de paix puissent connaître un achèvement. Et en ce qui concerne l'aide humanitaire, je dois rendre hommage aux agents des Nations Unies et aux ONG qui participent à son acheminement, parfois au péril de leur vie, et ces agents doivent être encouragés et accompagnés. Donc, en ce qui concerne maintenant le fléau du terrorisme, je l'ai dit en introduction, nous ne devons pas laisser les seuls pays engagés, particulièrement en Afrique, face au terrorisme international.
il a fallu des coalitions internationales pour venir à bout du terrorisme dans le Levant. En Afrique, depuis des années, que ce soit sur la bande sahélo-sahélienne, avec les pays de l'Alliance du Sahel, que ce soit sur la zone du lac Tchad, au niveau du Tchad avec Boko Haram, le Tchad et le Nigeria, jusqu'en République centrafricaine maintenant, que ce soit sur la corne de l'Afrique avec les Chebab, ou même en Afrique australe avec le Mozambique, on voit bien que le continent dans son entièreté aujourd'hui est préoccupé et gravement menacé par la présence du terrorisme international. Donc là, je crois qu'il faut continuer les efforts avec le Conseil de sécurité et ça va être un agenda en tout cas sur lequel nous allons travailler en permanence. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Merci. Je donne maintenant la parole aux îles Salomon au nom du Forum des îles de Pacifique, suivi de Trinité et Tobago et de l'Andorre. Donc les îles Salomon. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Macky Sall de nous avoir fait part de votre vision. J'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui à vous au nom des membres du Forum des îles du Pacifique représentés ici à New York. Nous remercions la Présidente de l'Assemblée générale de nous donner cette occasion très utile de discuter avec les candidats et candidates au poste de secrétaire général. La région du Pacifique doit relever de nombreux défis. Certains sont sui generis, uniques à notre région, d'autres sont partagés par les autres. Pour relever ces défis, nous devons être solides et coopérer par le biais du forum pour obtenir des résultats pour notre population. Le défi le plus important est celui des changements climatiques qui mettra en péril les vies, les moyens de subsistance, le bien-être de notre population. La visite du secrétaire général dans notre région l'a aidé à comprendre la gravité de cette menace et à mobiliser l'attention internationale. Cela lui a également permis de bien comprendre le rôle moteur joué par la région. Il a pu entendre les membres de notre communauté présenter leurs efforts et voir leur résilience. Le secrétaire général a décrit la région du Pacifique comme étant un phare de solidarité et de solidité, de force. Le Pacifique et les Nations Unies ont une longue histoire de coopération et nous voulons que ce partenariat continue d'être privilégié sous l'égide du nouveau secrétaire général. Nous avons deux questions pour le candidat. Premièrement, comment utiliseriez-vous le poste de secrétaire général pour mobiliser l'action pour aider nos pays, en particulier les petits États, face à l'impact du changement climatique. Deuxièmement, les Nations Unies voient bien la situation. Comment feriez-vous pour guider vos décisions lorsque un capital politique doit être dirigé, changement climatique, conflit, etc. Comment équilibrer, comment tout gérer? Je vous remercie. Je remercie donc les îles Salomon. Merci beaucoup, Madame la représentante des îles Salomon et aussi du Forum des îles du Pacifique. Je comprends parfaitement les défis que vous avez évoqués qui concernent les changements climatiques qui impactent directement la vie dans ces îles et qui menacent même leur existence. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tantôt, nous devons prêter une attention très soutenue aux conséquences des changements climatiques sur ces petits États insulaires, qu'il s'agisse des États du Pacifique ou des Caraïbes ou même d'Afrique. Il est important que la communauté internationale considère que ces pays sont plutôt des victimes parce qu'elles contribuent très peu en réalité dans la pollution qui est à l'origine des changements climatiques. Parce qu'ils ont très peu de gaz à effet de serre parce qu'ils n'ont pas une industrie. Donc on doit pouvoir, par la solidarité internationale, accompagner l'action de ces îles du Pacifique et de façon globale des États insulaires pour qu'elles puissent
ces États insulaires puissent continuer à financer leur action climatique, l'adaptation et surtout leur permettre de renforcer leur résilience par rapport à cette menace, qui est une menace permanente. On le voit à travers les tempêtes tropicales, à travers les hurricanes et toutes ces conséquences qui sont vécues par ces pays et qui parfois détruisent des décennies d'efforts de développement. Donc soyez rassurés que nous prêterons une attention particulière et que la réforme qui est engagée ne sera pas normalement au détriment de ces préoccupations de développement et surtout de financement de l'action climatique. Voilà ce que je voulais répondre sur votre question. Thank you. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au représentant, la représentante de